Des jeunes et d'imminentes personnalités sont à Ouagadougou pour le symposium sur le mémorial Thomas Sankara. Le but est de faire connaître davantage les idéaux du père de la révolution burkinabé mort en 1987. L'ouverture de la rencontre a eu lieu ce dimanche. Nous sommes dimanche et nous consacrons le grand format de cette édition à la situation des non-lotis. Des quartiers périphériques ne font que s'agrandir dans les grandes villes comme Ouagadougou. Pourtant, les conditions de vie dans ces quartiers sont très souvent difficiles. Quelle est la politique du gouvernement en la matière? Nous en parlerons avec notre invité, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Et puis, les rideaux sont tombés sur la 11e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont pris part aussitôt 2016. Le comité d'organisation a traduit sa reconnaissance à tous les participants au cours d'un dîner gala hier soir. Bonsoir, merci de suivre le 20h de la RTB. Dans le cadre de la réalisation du mémorial Thomas Sankara, un symposium s'est ouvert ce matin à Ouagadougou. Objectif de ce symposium, faire connaître au public les idéaux du père de la révolution d'août 1983 au Burkina Faso. Ce symposium connaît la participation de jeunes venus de pays voisins et d'imminentes personnalités. Parmi elles, l'ancien président du Ghana, John Jerry Rawlings, Jean-Eudes Bayala, Bouma Ernest Nebi. Hymne national à l'ouverture de ce symposium sur les idéaux de Thomas Sankara, puis le message du ministre en charge de la culture qui rend hommage au père de la révolution du 4 août 1983 au Burkina. Ceux qui ont tué Thomas Sankara ont simplement coupé l'arbre en oubliant les racines. Et nous allons relever le défi de la construction d'un mémorial digne de ce nom en hommage du président Thomas Sankara. Pour l'ancien président du Ghana, John Jerry Rawlings, ce que Thomas Sankara a fait pour l'Afrique est tellement bon qu'il est aujourd'hui une obligation morale pour tout le monde de soutenir ses idéaux. What Sankara stood for is a seed that is born in every human being. Et ne pas réaliser que ce que Sankara s'est levé pour est une semence qui est en train de pousser. Notre soutien pour ceux dont Sankara s'est levé est une obligation morale. Après le symposium interviendra à la place de la Nation la cérémonie officielle de lancement du mémorial Thomas Sankara. Le mémorial va ressembler à quelque chose de gigantesque. Nous avons choisi le Conseil de l'Entente pour ériger la souche mère. Il y aura des salles de projection, il y aura des pistes cyclables pour rappeler l'action de Thomas Sankara dans le sport burkinabé. Un projet dont le coût est estimé à plus de 3 milliards de francs CFA et le comité d'organisation compte sur la contribution de tous. Et en marge du symposium sur le mémorial Thomas Sankara, une marche a été organisée cet après-midi dans la ville de Ouagadougou. Selon les organisateurs, l'objectif de cette marche est de réclamer une fois de plus justice et vérité pour Thomas Sankara. D'ailleurs, les marcheurs ont marqué une halte devant le palais de la justice militaire pour scander des slogans. On voit cela avec Roger Kam et Olopoda. Place de la nation. Des milliers de Sankara sont là comme l'avait prédit le père de la révolution burkinabé d'août 1983. En ces termes, tuez Sankara et vous ferez face à des milliers de Sankara demain. Et en prélude à la construction du mémorial Thomas Sankara, de milliers de Sankara se sont mobilisés pour une marche pour demander justice et vérité sur l'assassinat de leur idole à travers la construction d'un mémorial. Le chef de l'État et le chef du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale ont tous réaffirmé leur soutien total au projet. Et c'est le plus important. Il faudra maintenant engager un processus d'organisation, faire en sorte que la contribution de chaque citoyen, que la contribution des personnes ressources à l'échelle internationale soit mobilisée afin que ce projet soit aussi grandiose qu'on le souhaite. Pour l'avocat du dossier Thomas Sankara, l'extradition du présumé assassin est envisagée pour qu'enfin les circonstances de l'assassinat du président Thomas Sankara soient élucidées. Aujourd'hui, l'assassin présumé, Blaise Compaoré, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Nous sommes en train d'exiger son extradition
vers le Burkina Faso devant ce peuple-là. C'est pour vous dire que quand on regarde les inculpations, les auditions, vous savez également qu'on a procédé aux exhumations des restes. Nous sommes en train de faire une contre-expertise. Il y a un faisceau d'indices concordants qui peut nous permettre déjà d'avoir le déroulement du procès. À terme, le mémorial Thomas Sankara va comporter une salle de conférence, un musée et le monument lui-même. Des délégations du Niger, du Ghana, du Mali, du Bénin, du Sénégal et du Togo ont effectué le déplacement de Ouagadougou pour apporter leur pierre à l'édification du monument en mémoire de celui qu'on appelle le Tché africain. Dans l'actualité également, la série de présentation du Plan national de développement économique et social s'est poursuivie hier samedi à Kaya. Les grands axes de ce référentiel de développement du Burkina Faso ont été expliqués aux forces vives de la région du Centre-Nord. La rencontre a été un espace de dialogue entre le Premier ministre Paul Kabat-Séba et les représentants de toutes les couches sociales de la région. Yacouba Gamene, Ernest Kambiri. À Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord, le chef du gouvernement est allé mieux faire comprendre le programme national de développement économique et social PNDS. À travers un exposé, Paul Kabat-Séba a décliné les grands axes du nouveau référentiel de développement aux forces vives de la région avant de solliciter leur adhésion à la mobilisation des ressources nécessaires à son financement, estimé à plus de 15 400 milliards de francs CFA. Ces initiatives donc s'inscrivent naturellement dans une démarche de démocratie participative, dans une démarche d'appropriation du plan national de développement économique et social par le peuple burkinabé. C'est important. Cet espace de dialogue citoyen autour du PNDS a permis au Premier ministre chef du gouvernement de souligner que le nouveau référentiel de développement s'inspire du programme de gouvernance du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, tourné vers le changement. Conçu donc pour régler les problèmes structurels de l'économie burkinabé, Paul Kabat-Séba s'est dit confiant pour le financement et la mise en œuvre du PNDS au regard de la parfaite symbiose rencontrée au cours de ce type d'échanges et d'explications avec les populations. L'exposé du Premier ministre était assez clair, ça nous a permis de comprendre ce que c'est que le PNDS, les engagements et les obligations. Il a développé effectivement tout le dépeint, la situation du Burkina Faso, qui est réelle et réaliste, puisque on se croirait même que ce n'est pas le chef du gouvernement, mais on est très content que ce soit lui-même qui parle dans ce sens, en disant la vérité, en n'occultant rien, par rapport même au diagnostic du pays. Les populations se sont engagées à travailler avec le gouvernement, à réaliser ce plan à travers un engagement citoyen beaucoup plus fort, notamment par le renforcement donc, du civisme à tous les niveaux, y compris le civisme fiscal. Je pense que de ce point de vue, moi, je suis tout à fait réconforté et confiant. Pour réduire sensiblement la pauvreté des Burkinabés d'ici les années à venir, Paul Kabat-Séba a en guise de conclusion invité les uns et les autres à privilégier plus le dialogue à toute autre forme de revendication, convaincu qu'aucune génération au monde ne s'est développée sans sacrifice. Les journées parlementaires du Congrès pour la démocratie et le progrès se sont achevées hier samedi à Koudougou. Les députés de l'ancien parti au pouvoir repartent satisfaits de ces journées qui ont duré 48 heures. Ils ont mené la réflexion sur le rôle des députés CDP dans la redynamisation de leur parti et dans l'animation de la vie politique nationale. La situation de leurs camarades actuellement incarcérés a également été abordée à ces journées parlementaires du CDP. Mokhtar Ouedraogo, Bouma Ernest Nepi. Ces journées du groupe parlementaire CDP ont permis à ces députés de se pencher essentiellement sur leur contribution à la dynamisation du parti et à l'animation de la vie politique nationale. Une rencontre qui a été une réussite totale selon le président du groupe parlementaire. Nous sommes restés ensemble hors de Ouagadougou, dans le calme de Koudougou. Nous avons réfléchi. Nous avons eu 3 communications sur la dynamisation, la première communication, ensuite la deuxième communication sur l'animation de la vie politique et la troisième communication sur le budget programme, parce qu'à la rentrée, nous avons la session budgétaire R6 2017. Bon. Tout s'est bien passé. Cette rencontre a été également une occasion pour les participants de revisiter le fonctionnement des structures du CDP, les responsabilités du député et le renforcement de la cohésion des militants du parti.
Les députés de l'ex-parti au pouvoir ont également demandé la libération de leurs camarades, des camarades qu'ils qualifient de prisonniers politiques. Venons-en au grand format de ce dimanche. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la situation des quartiers communément appelés non-lotis. Ces quartiers se sont développés en marge du processus d'urbanisation normale. Les non-lotis sont absents sur les documents d'urbanisme au Burkina Faso et pourtant, ils abritent une bonne partie de la population urbaine. Quel avenir pour les non-lotis? C'est le sujet du dossier signé Ibrahima Sombier et Monkouna Dabiri. Situés pour la plupart à la périphérie de la ville, les habitats spontanés ou non lotis sont connus pour la précarité de leurs conditions de vie. De par leur spécificité, ces zones sont incontrôlées et ont donc du mal à intégrer le schéma directeur des structures d'aménagement. Nous, au ministère, c'est des habitats qu'on ne connaît pas du tout. Des installations spontanées, donc anarchiques, et qui sont essentiellement le fait des propriétaires terriens. La priorité est d'organiser, de tenter de maîtriser un peu ces phénomènes, et en l'occurrence à travers des études qu'on pourrait éventuellement réaliser. Les non-lotis n'obéissent à aucune norme d'aménagement, mais au ministère en charge de l'habitat, la prise en compte de ces populations dans les structures sociales de base est une nécessité. Il faut donc trouver un plan approprié pour les intégrer au tissu urbain. Ça peut se faire par plusieurs manières déjà. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des scénarios où on a une forme d'aménagement qui est appropriée. Vous voyez déjà, il y a certaines zones où on peut peut-être décider seulement d'ouvrir des voies d'approvisionner, de faire venir plutôt les réseaux urbains. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas dire exactement parce que chaque zone est spécifique. Vous avez dans tous les pays différentes zones. Vous avez des caractéristiques qui sont propres à chaque type d'habitat spontané. Et donc, l'étude va nous permettre exactement quel type d'aménagement il faut pour chaque type de zone. C'est une stratégie qu'on va mettre en place qui va s'appuyer sur les réalités physiques, humaines de chacune des zones d'habitat spontané qu'on a au Burkina. La prolifération des zones non loties semble contrarier le programme de planification des aménagements urbains. Dans la seule ville de Ouagadougou, on estime à une dizaine les non lotis. Et la vision des experts est de parvenir à des mesures idoines pour les encadrer. Oui, déjà qu'on prend le problème à bras le corps à travers l'élaboration de la stratégie, ça suppose que nous allons arriver évidemment sur les textes qui encadrent ces zones-là. Parce que les schémas directeurs d'aménagement du Grand Ouaga, par exemple, et les autres schémas directeurs, sont des documents de planification qui permettent effectivement de contenir la ville dans des limites précises. Malheureusement, ces schémas ne sont pas tous encore mis en œuvre. Les 12 capitales régionales, en tout cas, ont leur schéma. Ce qui fait que on a une prolifération toujours de ces formes d'occupation de l'espace. Pour le spécialiste, Ouagadougou est déjà hors de ses limites. Mais à la question de savoir s'il faut en finir avec les lotissements, Yacouba Siko se veut prudent. Cependant, l'urbaniste planificateur pense que la solution est de trouver la bonne formule pour non seulement une gestion rationnelle de l'espace, mais aussi offrir de meilleures conditions aux populations. Et dans ces quartiers appelés non lotis, les conditions de vie ne sont pas toujours faciles. Le manque de ressources vitales et la promiscuité rythment la vie des habitants de ces quartiers. Une de nos équipes s'est rendue au quartier appelé Djikofé de Ouagadougou pour faire le constat. Consul Koulibaly, David Dabiré et Adama Koulibaly. Vivre dans un quartier non loti relève du parcours de combattant. Yacouba Dianda vit à Djikofé, quartier non loti à cheval entre la commune rurale de Samba et la ville de Ouagadougou depuis 2010. 6 ans de calvaire durant lesquels il a vu son habitation s'effondrer à 2 reprises sous le poids des intempéries. Le problème qu'on connaît, l'on fait, c'est anticiper que si ma soeur kanga bon de là, ni samia sera anga bon bitoka bembe. Notre véritable problème reste le manque de matériaux modernes de construction. Faute d'avoir du ciment pour consolider nos maisons, nous les perdons durant la saison des pluies. À l'instar de Yacouba Dianda, ils sont nombreux les Burkinabés contraints pour des raisons diverses d'habiter dans ces zones précaires. Les concessions de Djikofé sont disséminées sur une superficie d'environ 1500 hectares selon ce conseiller. Il est certes difficile d'estimer la population de ce non-loti, mais la densité de la population est telle que cela crée une promiscuité, très souvent source de tension. Nos cours là se sont coincés, ça fait que l'eau n'arrive pas à circuler, ça crée des problèmes entre nous-mêmes les voisins. Parce que souvent, un voisin sort parce que l'eau là va rentrer chez lui.
il va sortir, aller boucher là-bas et puis ça va ressortir sur toi. Donc ça fait qu'on a des problèmes. Souvent même on a des problèmes à s'attaquer même. La promiscuité et la pression démographique ne sont qu'un pan des difficultés que vivent les populations au quotidien. Le problème d'eau potable se pose avec acuité et il faut en moyenne 1 jour d'attente pour en acquérir, ce qui ne manque pas de créer la surenchère autour du liquide précieux. Nous avons trop de difficultés ici. Nous pouvons passer 3 jours sans avoir l'eau. Nous achetons le bidon d'eau à 10 francs et nous le revendons à 50 francs. À Djikofé, les populations vivent dans l'espoir d'être un jour attributaires d'une parcelle. Mais pour l'heure, elles attendent la résolution de leurs différents problèmes existentiels. Et pour davantage parler de cette situation des quartiers appelés non lotis, nous recevons le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Dieudonné Maurice Bonannée. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, à ce jour, quel est l'état des lieux des quartiers non lotis dans une ville? On va prendre le cas de Ouagadougou. Bien, je voudrais dire que le phénomène des quartiers non lotis, c'est un phénomène que vivent presque toutes les grandes capitales africaines. Même au-delà de l'Afrique, les capitales des pays en développement. Ces zones non loties ont des appellations diverses. Zones non loties, quartiers spontanés, habitats spontanés. Vous avez les favelas au Brésil. Et donc c'est un phénomène au niveau mondial. Pour ce qui nous préoccupe, on prend l'exemple de la ville de Ouagadougou. Nous avons près de 40% de la superficie de la ville de Ouagadougou qui est concernée par le non-loti. Pour une population estimée à près de 2 millions d'habitants au niveau de Ouaga, vous voyez le pourcentage de la population qui est concernée par ce phénomène. Alors vous, en tant que ministre de l'Urbanisme, est-ce que souvent vous avez eu l'occasion de vous rendre dans ces quartiers-là pour constater les réalités que vivent les habitants de ces quartiers? Eh bien, nous nous sommes rendus plusieurs fois dans ces quartiers. La question des quartiers non lotis, habitats spontanés ou toute autre appellation est une de nos grandes préoccupations au niveau du ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat. Du reste, le président du FASO, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, dans son programme, a un volet important sur le traitement de ces quartiers non lotis. Il y a les quartiers non lotis, il y a aussi les quartiers périphériques dernièrement lotis qui ne bénéficient pas du minimum d'équipement, qui n'ont pas un minimum de viabilisation, c'est-à-dire la voirie primaire, les canalisations primaires, l'adduction d'eau, l'électricité, qui ne bénéficient donc pas de ce minimum pour un minimum de confort de la vie dans ces quartiers. Tout cela, ce sont nos préoccupations et c'est un programme qui est inscrit dans le cadre du programme quinquennal du président du FASO. Alors, ces milliers d'habitants qui vivent dans ces zones-là espèrent un jour avoir une parcelle. Est-ce que selon la politique du gouvernement, cela est possible? Comme nous l'avons dit, il y a près de 40% de la superficie d'une ville comme Ouagadougou qui est concernée par le phénomène des quartiers non lotis. Et il y a eu plusieurs approches. Comme vous le savez, j'ai dit que ce n'est pas seulement le Burkina qui est concerné. Il y a dans certains pays eu des approches. Et même qu'au Burkina, nous sommes, par exemple, dans le quartier Bissiguin, en train de tenter une expérience qui consiste à essayer d'apporter un minimum d'équipement, un minimum de voirie, un minimum de chaussées que nous appelons des chaussées drainantes qui permettent un écoulement des eaux pour permettre un minimum de confort pour les populations. Mais c'est une expérience pilote que nous venons de boucler cette année. Et nous allons en tirer les conséquences et voir ce qui peut être fait. Il y a aussi la possibilité de restructurer ces quartiers non lotis. La restructuration consiste à mettre en œuvre un plan d'aménagement
en essayant de sauvegarder le maximum de constructions ou d'ouvrages. Cette possibilité aussi existe, mais il faut dire que ces quartiers sont densément peuplés. Quelles que soient les solutions que vous allez apporter, il vous sera difficile de pouvoir satisfaire la demande et tous ceux qui y habitent. Et dans le cadre de la planification de la région de Ouaga, on appelle ça le schéma directeur d'aménagement du Grand Ouaga, qui consiste donc la ville de Ouaga et les communes riveraines, les communes rurales et riveraines. Nous sommes en train d'envisager de créer de nouveaux pôles urbains de manière à décongestionner la ville de Ouagadougou et permettre un meilleur traitement de ces situations. Je prendrai le cas sous la Révolution de quartiers comme les 1200 qu'on appelait Hong Kong. C'était le prototype du quartier non loti de l'habitat spontané, mais la solution a été de raser totalement le quartier, d'en faire un lotissement et de construire des logements. Au Maroc, ils ont suivi un peu le même schéma, mais ils ont construit des logements collectifs, c'est-à-dire les logements en hauteur, ce qui permet de réduire l'étalement des villes. C'est aussi une de nos préoccupations au Burkina. D'accord. Est-ce à dire que le gouvernement n'envisage peut-être pas prendre des mesures pour stopper l'implantation de ces quartiers-là? Vous savez, toutes ces opérations, nous accompagnons les municipalités. Les premiers responsables des quartiers, des villes, ce sont les maires, ce sont les conseils municipaux. Donc, en relation avec les conseils municipaux, en relation avec les populations, des discussions à la suite des études que nous sommes en train de réaliser sur cette question, nous allons entreprendre des concertations pour voir les meilleures solutions. Il faut donner à chaque habitant un minimum de cadre de vie au niveau de nos villes. Quand vous prenez un quartier comme Ouaga 2000 et vous faites le parallèle avec ce que nous avons vu, vous voyez qu'il y a une inéquité dans l'accès aux services urbains de base, dans l'accès à la viabilisation des zones d'habitation. Alors, il y a aussi, monsieur le ministre, que certains habitants de ces quartiers-là sont déjà attributaires de parcelles. À quand un fichier pour plus de transparence dans ce domaine-là? Qu'est-ce que le gouvernement compte faire par rapport à cela? Alors, l'une des raisons de la prolifération des zones non loties, c'est ce que vous avez dit. De par le passé, ces zones-là, certaines zones ont fait l'objet d'aménagement. Des attributaires ont pris des parcelles et sont allés se réinstaller à la périphérie pour espérer un autre lotissement qui leur permettrait d'avoir, etc., etc. Donc, un phénomène de spéculation qui s'est organisé et qui a contribué à amplifier ces zones non loties. Au niveau du gouvernement, le ministère de l'économie et des finances, à travers la direction du cadastre, est en train de mettre en place un cadastre. Le cadastre, c'est quoi? C'est la carte d'identité de chaque parcelle. C'est-à-dire qu'on pourra savoir à qui appartient telle parcelle, quelle est la contenance, quelles sont les limites, quelle est la superficie, etc., etc. Et ce processus a démarré, mais il nécessite de grands moyens. Et au niveau du ministère de l'Urbanisme également, nous avons le système d'information urbaine qui permet, à travers un fichier, d'avoir un minimum d'informations sur chaque attributaire. Pour terminer, monsieur le ministre, très rapidement, demain c'est la journée mondiale de l'habitat. Un mot justement sur cette journée-là. Bien, comme vous le savez, demain, c'est la 31e journée mondiale de l'habitat. Et le thème cette année, c'est l'Organisation des Nations Unies, naturellement, qui patronne cette journée. Le thème cette année, c'est l'habitat au centre. L'habitat au centre, c'est l'habitat au centre de nos préoccupations. Comme vous le savez, tout être humain a comme principale préoccupation la question du logement, la question de l'habitat, le logement et son environnement. Du reste, dans le PNDS,
Nous avons un ambitieux programme de construction de 40 000 logements sur tout le territoire national, des communes urbaines au chef-lieu de communes rurales. Et ce programme va concerner toutes les catégories sociales, des populations aux revenus les plus faibles aux populations aux revenus élevés. Il y a également la diaspora, il y a également les zones minières, parce que nous voulons, à l'instar de certains pays comme l'Afrique du Sud, construire de belles villes minières dans les zones où il y a des exploitations minières. Il y a également dans les zones de forte potentialité agricole, comme les zones de production cotonnière, où nous projetons de faire la promotion des matériaux locaux, la pierre taillée, pour améliorer le cadre de vie des producteurs. Merci, Monsieur le ministre, d'être passé sur notre plateau pour parler essentiellement de la situation des quartiers non lotis et de la politique du gouvernement à la matière. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Je voudrais ajouter qu'à l'occasion, très rapidement, il y a également, en marge de la Journée mondiale de l'habitat, il y a la célébration du 25e anniversaire de l'Ordre des architectes du Burkina, placé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Et le thème de ce 25e anniversaire, c'est l'architecte, votre partenaire sûr pour des constructions durables. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Les membres du réseau des parlementaires de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme sont en conclave depuis ce dimanche à Ouagadougou. Ils vont passer en revue les activités du réseau, la situation du sida, de la tuberculose et du paludisme et le Fonds mondial de lutte contre ces trois maladies. L'objectif à terme est de mobiliser plus de ressources pour soutenir le combat contre ces maladies. Gérard Sommet, Aimé Solange, Guigma. Ces parlementaires venus de 13 pays de l'Afrique et de l'Europe vont durant 2 jours échanger sur les moyens de lutter contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Il s'agira également pour eux de s'imprégner des actions des organismes publics, parapublics, des ONG et aussi celles des comités nationaux de lutte contre ces infections virales en vue de mobiliser des fonds pour venir à bout de ces pandémies. Certains pays sont plus que d'autres touchés par ces pandémies. Par exemple, dans les pays du Nord, la tuberculose est totalement éradiquée presque. Le paludisme n'existe pas pour des raisons climatiques. Et il nous paraît important d'avoir une solidarité avec les pays qui, malheureusement, connaissent ces trois pandémies, même si la lutte contre le VIH est une lutte mondiale. Et c'est clair que notre rôle, il est celui de faire un plaidoyer auprès de notre gouvernement, de se coordonner, de profiter des expériences de chacune et de chacun, de chaque pays, pour essayer d'améliorer les choses. Et aussi de voir ce qu'on peut faire pour inciter les bailleurs de fonds internationaux à donner plus d'argent. Ce cadre d'échange apparaît donc comme une opportunité d'enrichissement mutuel et de partage de savoir et d'expérience qui suscite beaucoup d'espoir. D'abord, c'est un honneur qui est fait à notre pays. Deuxièmement, la richesse et la qualité des débats vont contribuer à ce que nous puissions avoir des outils et avec les députés et les sénateurs, lutter efficacement avec nos populations contre ces pandémies-là. Pour les membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, la synergie concertée des acteurs et des institutions internationales peut à terme vaincre ces infections virales chroniques. Et on reparle de la journée internationale des personnes âgées commémorée hier 1er octobre. Au Burkina Faso, cette journée a été placée sous le signe de la contribution des personnes du 3e âge à la cohésion sociale. À Bobo-Dioulasso, cette journée a été marquée par une marche symbolique, une marche à travers laquelle les personnes âgées ont fait entendre leurs préoccupations. Hassan Gourabou, Mireille Carole Tougouma. Avec l'accompagnement de la fanfare militaire, sous l'œil admiratif des passants, les personnes âgées de la ville de Bobo-Dioulasso marquent symboliquement leur journée par cette marche. 800 mètres, fièrement bravés par ces personnes du 3e âge. On a le moral parce qu'on se sent bien et que Dieu a voulu qu'aujourd'hui, parce que chaque jour, la vie recommence à zéro pour chacun de nous. Nous ne savons pas d'ici le soir ce qui va se passer. Nous disons merci à Dieu.
À la fin de l'itinéraire, un mémorandum contenant 30 doléances est remis au gouverneur des Hauts-Bassins. Il y a un certain nombre de droits qui doivent être respectés par, disons, l'administration. Et les dispositifs n'y sont pas. Alors c'est dans ce sens que va le mémorandum. Nous saluons l'initiative du conseil du comité des sages de la région des Hauts-Bassins d'organiser ce matin, à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées, ces activités. Placée sous le signe de la contribution des personnes âgées au renforcement de la cohésion sociale et du civisme au Burkina Faso, cette journée internationale est célébrée pour la première fois dans les Hauts-Bassins. En marge de cette activité, les autorités de la région rendront visite à la personne identifiée comme étant la plus âgée. Et chez les jeunes, les préoccupations sont tout autres. Parmi ces préoccupations, il y a le phénomène de la consommation des stupéfiants. Ce phénomène touche sérieusement les jeunes en milieu scolaire et universitaire. Le constat est de l'Association des élèves et étudiants pour l'émergence du FASO. Elle a attiré l'attention des jeunes sur ce phénomène à travers une conférence publique organisée à Bobo-Dioulasso. Le compte rendu de Betty Benao et Mireille Carole Tougouma. La jeunesse est le pilier du développement économique et social. C'est la conviction de l'Association des élèves et étudiants pour l'émergence du FASO et de la NOVA, la nouvelle vision pour l'Afrique, qui tiennent cette conférence sur l'implication des jeunes dans le processus de développement. Une implication en déphasage avec les facteurs qui freinent le développement économique et social, tels que l'alcool, la drogue et autres stupéfiants. D'où l'essentiel de la communication, basé sur ces fléaux dans les lycées et collèges. Nous avons remarqué qu'en milieu scolaire, de nos jours en milieu estudiantin, il y a, il faut le dire, en tout cas beaucoup de fléaux qui freinent vraiment le développement économique et social de notre très cher pays, le Burkina Faso, à savoir les grossesses indésirées en milieu scolaire et la consommation de la drogue en milieu scolaire. La jeunesse joue un rôle très important dans le processus du développement, étant donné qu'il est le moteur du développement. Il est celui-là même qui doit, par son dynamisme, pourvoir le développement. À l'issue de la conférence, un écrit comportant la synthèse des recommandations sera disponible à l'intention des jeunes. Toutes choses qui pourraient contribuer à endiguer le phénomène des stupéfiants et des grossesses indésirées dans les établissements scolaires et universitaires. Retour à Ouagadougou pour parler de la 11e édition du CITO. Le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie a refermé ses portes. L'édition 2016 du CITO a connu la participation de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Hier, le comité d'organisation a organisé un dîner gala au profit de ses invités et ceux qui se sont illustrés ont reçu des prix. Moussa Ouedraogo et Omar Zambri. La capitale burkinabé a vibré au rythme de la 11e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. Une édition d'innovation, de partage au bilan satisfaisant. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir découvert des potentialités touristiques, principalement des pays de la sous-région. Nous estimons que ces richesses doivent mériter une grande attention et être accompagnées dans les différentes stratégies de promotion et de visibilité. Des prix ont été décernés aux participants. Les 3 premiers des catégories en compétition, dont la catégorie stand pays, région, la course des garçons et filles de café et autres, ont reçu des attestations et des numéraires au cours de ce dîner gala. Le prix est décerné à l'hôtel Gawey, mais c'est tout le Niger qui bénéficie. Parce que l'hôtel Gawey, c'est l'hôtel du Niger. Et vraiment, c'est un honneur pour nous d'avoir reçu ces prix et je crois que nous le méritons. Il y avait un groupe de compagnies là-bas, donc c'est un MNG avec un auberge de jeunesse au Ghana. Il y a aussi un hôpital avec nous, donc il y avait les gens qui sont intéressés à d'autres choses qu'on a exposées. Et c'est toujours dans la découverte ou la redécouverte, mais cette fois du terroir musical burkinabé, que s'achève cette 11e édition. Une édition qui referme certes ses portes, mais celle du Burkina Faso reste cependant ouverte à tous les visiteurs.
En religion, les fidèles catholiques de Boussé ont célébré ce dimanche à leur fête paroissiale. Une fête combinée avec les 25 ans de sacerdoce du curé de cette paroisse. Une double action de grâce qui a été célébrée en présence du cardinal Philippe Ouédraogo et des évêques de plusieurs autres diocèses, Issaka Ouédraogo et Nathalie Sawadogo Nabaloum. Debout ou assis sous les arbres, l'église de Boussé dans le cours Ouégo a refusé du monde. Personne ne voulait se faire compter l'événement, le jubilé sacerdotal de l'abbé Gabriel Nukema. L'homme de Dieu aura passé 25 ans de fidélité et de disponibilité au service de Dieu. Durant les 25 ans, j'ai appris à connaître des gens. Alors j'ai su que être prêtre, c'est être l'homme de tout le monde, parler leur langage, vivre leur tradition et même leur culture, sans exception. C'est une double action de grâce, celle du jubilé sacerdotal qui coïncide avec la fête de la paroisse. Une paroisse qui a été placée sous la protection de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous sommes donc en action de grâce dans cette double intention et nous demandons au Seigneur, tout en lui disant merci, de veiller sur le grain, de veiller sur le jubilaire et de lui permettre de continuer sa mission et d'être un instrument utile et efficace entre ses mains, un pasteur selon son cœur. À nous demandons au Seigneur de veiller sur ce peuple, cette portion du peuple de Dieu. Autorités administratives, parents, amis et collègues sont venus des différentes régions du Burkina et de la France pour apporter leur soutien à l'abbé Gabriel Nukema. Le cardinal Philippe Ouédraogo a pour sa part invité tous les fidèles à plus d'efforts pour être saints et missionnaires dans l'œuvre de la construction de l'Église famille de Dieu. Actualité dans le monde du football burkinabé, le colonel Sita Sangaré est candidat à sa propre succession pour la présidence de la Fédération burkinabé de football. Il a donné l'information ce dimanche au cours d'une conférence de presse. Ibrahima Sombié et Lassina Sawadougou. C'est désormais officiel. Sita Sangaré est candidat à sa propre succession. Si j'ai décidé de me représenter à la présidence de la Fédération burkinabé de football, ce n'est pas seulement pour vaincre les autres candidats, mais pour convaincre que nous sommes sur la bonne lancée et que nous sommes condamnés à continuer dans ce sens. Nous ne pouvons pas et ne devons pas reculer en sacrifiant les acquis chèrement obtenus au nom d'intérêts étrangers au monde du football. 4 années après son arrivée à la tête du football burkinabé, le président sortant pense avoir servi comme il se doit la discipline et propose un nouveau contrat pour la grande famille du sport roi, axé sur la consolidation des acquis et la promotion de la relève. Ma conviction est qu'il faut mettre un accent sur la relève tout en cherchant à positionner notre sport roi au plan international. Je ressens à cet instant précis une profonde émotion inspiré par la gravité du moment. Mais mon enthousiasme surpasse mon émotion. Le sujet des démissions au sein du comité exécutif et des candidatures a été évoqué. Moi, je dis que c'est la marche normale des choses. Regardez à côté, même dans les partis politiques, c'est l'ordre normal des choses. Même au sein d'une famille, vous pouvez être ensemble et puis vous divorcer. Peut-être qu'après le divorce, vous vous portez mieux. C'est souvent comme ça. Tout dépend de comment vous vous organisez. L'embarrassante question du quart des étalons est revenue sur la table. Tous les documents sont là. On peut les mettre à la disposition de la presse. C'est un quart qui a coûté 31 000 €, pas à la fédération. Je n'aime pas dire à la fédération parce que la fédération n'a pas payé en réalité 1 franc. Ça a été payé par quelqu'un. Le colonel Sangaré dit bénéficier de l'onction de la hiérarchie militaire pour entretenir l'espoir. On va davantage parler des candidats à la présidence de la FBF avec vous, Mamadi Ouena. Bonsoir. Bonsoir, Nathalie. Alors, en plus du colonel Sita Sangaré, il y a d'autres candidats qui voudraient bien diriger la FBF. Oui, il y a déjà 2 candidatures qui se sont déclarées officiellement. C'est Bertrand Kaboré, qui était le SG
de Sita Sangaré qui a démissionné il n'y a pas longtemps. Et il y a aussi Kassim Moudrogo Diziko qui fait partie des étalons QV 98 et qui est président du club COSAF qui s'est déclaré aussi, il a déclaré officiellement sa candidature lors d'une conférence de presse. Il y a d'autres noms qui circulent, mais ils ne sont pas encore déclarés. C'est Charles Bado, oui. Maurice Sanou et Yves Sawadro sont des noms qui circulent, mais ce n'est pas encore officiel. Et l'élection, c'est le 10 novembre à Koudougou, lors de l'Assemblée générale de la Fédération. Alors, Wena, on va s'intéresser à présent aux éliminatoires pour la Coupe du Monde Russie 2018. Et parlant de la liste des étalons pour ce match du 8 octobre, Paul Duarte a convoqué 25 joueurs. Oui, il a convoqué 25 joueurs comme à son habitude. Et on peut noter dans ce groupe des 25 le retour de Aristide Bansé qui n'était pas là lors du match contre le Botswana. Et il y a aussi un nouveau, Gibril Zidnaba, qui évolue en D2 au Portugal, qui fait son entrée dans le groupe. Pendant ce temps, il y a 2 sorties. Il y a Ismaël Lengani qui joue en Israël, qui n'est pas venu. Et il y a aussi Yaya Bamba qui joue au Portugal en D2, qui n'est pas venu également. Donc, c'est une liste de 25 joueurs qui vont défendre les couleurs du Burkina le 8 octobre au stade du 4 août. À 18h. Cette fois-ci, ce ne sera pas à 14h, le match sera à 18h. Et nous allons revenir dans nos prochaines éditions en détail sur cette liste des étalons. Merci beaucoup, Mamadi Wena. Et c'est avec vous qu'on met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.